Vous l'avez sans doute vu passer, il y a eu un clash entre Donald Trump et Zelensky devant les journalistes dans le bureau de la Maison Blanche. Donc on va regarder ça, on va essayer de décrypter la partition des différents acteurs, en particulier celle de Donald Trump, parce que pour vous dire, je trouve que la partition de Zelensky est assez claire. La partition de Zelensky, c'est celle d'un président dont le pays a été attaqué. Il a pu jusqu'à présent contenir à minima l'attaque grâce à l'aide étrangère, donc effectivement il a pas les cartes entre les mains, mais pour lui c'est impossible d'accepter cette espèce de paix capitulée que l'Amérique veut lui imposer. Et il faut vous dire que c'est un gars qui sait que sous sa responsabilité, il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont morts dans ce conflit, et donc il peut pas céder. Il peut pas accepter un simple cessez-le-feu sans aucune garantie qu'on pourra contenir l'impérialisme russe. Par contre, la partition de Donald Trump, c'est plus étonnant. Est-ce qu'il avait préparé ça? Est-ce qu'il avait préparé ce coup de sang? Est-ce qu'il avait envie d'envoyer un message à Moscou, type « je suis prêt absolument à ». Ou alors est-ce que c'est un message du type « moi aussi je peux être dur avec les faibles ». Enfin, je sais pas, on va essayer de décrypter tout ça. He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? Là, il parle à JD Vance en disant « mais est-ce que tu es bien sûr que Poutine fait de la diplomatie ?» Il a rejeté les accords, donc ça c'est les accords dont on parle, je crois que c'est les accords sur le Donbass. Cessez-le-feu qui a été déchiré effectivement par Poutine en décidant une attaque de beaucoup plus grande ampleur sur l'Ukraine. Il dit aussi qu'il n'a pas respecté les échanges de prisonniers. Donc ce fait Zelensky ici, c'est qu'il essaie de déconstruire devant les caméras le narratif actuel de Donald Trump selon lequel en fait Poutine c'est le gentil dans l'histoire, et je pense que c'est pour ça qu'après ils se sont énervés. Mais moi ce qui va m'intéresser de voir, c'est si leur énervement a l'air d'être calculé ou s'ils se sont vraiment emportés comme ça dans le feu de l'échange. What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Ça c'est intéressant parce que apparemment c'est JD Vance qui a le premier monté le ton dans l'échange, et c'est pas absolument incohérent parce que Vance c'est vraiment l'aile isolationniste dure, c'est vraiment America First et on se désengage de partout dans le monde. Et donc ce que dit JD Vance c'est non mais arrête, t'arrêtes pas d'envoyer des gens mourir au front, t'as un problème de ressources humaines et tu devrais être plus respectueux à l'aide du président américain. Donc JD Vance dans cet échange joue un petit peu le rôle du roquet qui je pense va énerver Donald Trump, en tout cas pousser Donald Trump à également rejoindre l'échange et s'énerver. President, do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. Zelensky un peu plus tôt avait dit à JD Vance « Non mais venez en Ukraine pour voir un petit peu comment ça se passe » et JD Vance dit « Non mais je connais votre truc, vous faites un tour de propagande ». Donc là on rentre dans des attaques qui sont assez directes. Ensuite JD Vance lui demande « Mais est-ce que tu nies que vous avez des problèmes sur la ligne de front ?» Et là Zelensky dit « Non mais tout le monde a des problèmes et effectivement vous avez un grand océan pour vous protéger, mais vous aussi au bout d'un moment vous aurez des problèmes. » Et ça c'est aussi ce qui tend à briser le narratif de la Maison Blanche, à savoir on va signer une paix absolument à n'importe quelle condition et ça ira très bien. Donc ça je pense que c'est le genre de choses qui fait réagir Donald Trump. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing. Donc là, vous voyez le ton de l'échange. Effectivement, Donald Trump réagit en disant « Tu peux pas dire comment on va se sentir, parle pas pour nous, etc. » Et ensuite, il le recadre en disant « Non, mais t'as pas les cartes en main. » C'est vrai, effectivement, il a pas les cartes en main, mais il s'est retrouvé quand même d'un passage avec d'abord Joe Biden qui le soutenait à fond, que pour le coup, Joe Biden se fichait un petit peu de l'escalade, parce que pour lui, c'était quand même un assez bon plan à la fois d'avoir un proxy pour contenir la Russie, et puis également peut-être d'affaiblir l'Europe, et là, bim, vous avez un changement total à la tête de l'État américain. Mais Zelensky, encore une fois, il sait bien qu'il a pas toutes les cartes en main. Ce qu'il sait également, c'est qu'avec tous les gens qui sont morts pour défendre l'Ukraine, il peut pas se permettre de négocier une paix qui risque d'être une capitulation, et donc il a intérêt à jouer ses dernières cartes au maximum, en espérant peut-être que l'opinion joue un rôle là-dedans, et son autre carte, évidemment, ça va être de se retourner vers l'Europe. On en reparlera après. On va regarder la suite de l'échange. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said... Ouais, c'est quand même assez bizarre, hein, l'attitude, encore une fois, de J.D. Vance. Trump, dans cet échange, est strict, mais il n'est pas particulièrement agressif et il tient sa ligne. Celui qui essaie de relancer un petit peu l'agressivité et qui essaie de faire monter la tension, c'est vraiment Vance. Est-ce que t'as dit merci? Effectivement, Zelensky a régulièrement remercié les États-Unis, mais non, mais est-ce que t'as dit merci là, maintenant, dans cet échange? Donc j'ai quand même l'impression que c'est Vance qui dicte la teneur de l'échange. Trump, on a l'impression qu'il y a plus de choses qui s'entrechoquent dans sa tête, mais donc ce qu'il disait à Zelensky, c'est non mais arrête de jouer, t'es en train de jouer. Zelensky dit non mais moi je suis pas en train de jouer, on n'est pas en train de jouer aux cartes, et Trump lui dit si tu joues avec la 3e guerre mondiale. C'est là que Vance revient mettre un peu d'huile sur le feu. Thank you. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please. You think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. Vous n'allez pas gagner ça, faut que vous ayez conscience de la position dans laquelle vous êtes. Zelensky dit, au début on était tout seul, et Trump lui dit, non, par l'intermédiaire du président stupide Joe Biden, on vous a donné des milliards depuis le début, et là ça commence effectivement à monter un petit peu plus, et là c'est Trump qui commence à s'énerver. Mais vraiment c'est J.D. Vance qui a joué le rôle de l'aiguillon pour pousser à la rupture. C'est intéressant cette dynamique, c'est là qu'on se rend compte que Vance a une véritable influence sur Trump. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. Just say thank you. I said a lot of except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media. Et il est très fort en fait, J.D. Vance, parce qu'il dit il faut qu'on règle ça, et il y a des manières de régler ça, mais il faut pas faire un spectacle devant les médias américains. Et J.D. Vance, il est fort parce qu'effectivement, avec sa voix posée d'américain, il fait genre moi je suis diplomate, moi je suis calme, mais c'est lui qui a déclenché tout ça. C'est lui qui a déclenché l'échange, parce que quand tu dis à quelqu'un vas-y dis merci, en fait c'est une tentative d'humiliation publique. Donc c'est très intéressant cet échange. When you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on over there. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us,
I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look. La vache, là il se fout de lui. Il a dit quelque chose qui était intéressant, c'est moi ça me gêne pas que les caméras voient ça, le peuple américain doit voir ça, et c'est là qu'on voit un petit peu la manière dont fonctionne Trump. Trump, c'est quelqu'un qui préfère essayer de gérer le chaos plutôt que de négocier dans l'ombre. Donc ce qui est en train de se passer, c'est assez cohérent avec la manière dont Trump agit habituellement. Et sur le fond, Trump maintient sa ligne, il martèle, non mais tu te rends pas compte de la position dans laquelle t'es, tu viens, tu nous dis, moi je veux pas d'un cessez-le-feu, etc. Mais redescends un petit peu, t'as plus aucune carte en main. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Là, vous avez compris qu'il y a la journaliste qui dit mais qu'est-ce qui va se passer si la Russie brise le cessez-le-feu? Et pour essayer d'amener Trump à parler de garantie de sécurité, et la réponse de Trump c'est de dire non mais qu'est-ce qui se passe si, qu'est-ce qui se passe si, qu'est-ce qui se passe si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Si Poutine n'a pas respecté le précédent cessez-le-feu, c'est parce qu'il respectait pas les démocrates, mais moi il me respecte. Donc c'est-à-dire qu'il fait de la rhétorique, il met en avant son ethos plutôt que de parler des garanties de sécurité concrètes. Après, je pense pas que Trump veuille un cessez-le-feu sans aucune garantie de sécurité, mais c'est des trucs qu'il négociera après, c'est des trucs qu'il utilisera comme levier de négociation, et ça, pour le coup, c'est des cartes qu'il a pas envie de déballer maintenant. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. Donc c'est là qu'on peut parler d'humiliation publique. Là, ce que Trump dit à Zelensky, c'est moi qui t'ai permis d'être un tough guy, c'est moi qui t'ai permis d'être un mec fort, mais sans moi, je pense pas que t'aurais été un mec fort. Sans qu'il est en train de préparer le public à l'exclusion totale de Zelensky du jeu, pour que les gens soient pas surpris si vous avez un deal qui se fait avec la Russie et avec pas d'implication de l'Ukraine dans le délire. Your people are very brave, but you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. Ton peuple a été brave, mais maintenant c'est le moment de faire un accord, parce que si tu fais pas d'accord, tu vas être balayé par les armes, et je pense pas que ce soit joli. But you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Si on signait l'accord, t'aurais des cartes et tu serais dans une meilleure position, mais là, t'as pas l'air d'être dans une optique de vouloir négocier avec nous, et maintenant, il va se retourner vers les caméras pour terminer la discussion. Mais c'est là que vous voyez qu'il est fort, Trump, c'est qu'il s'en sort très bien dans les situations qui sont chaotiques. Il a l'air de gérer ça, et là, il va reprendre le contrôle du narratif, et le narratif, c'est nous, on veut la paix, la Russie veut la paix, qui ne veut pas la paix, c'est l'Ukraine. Donc l'Ukraine, ciao. Ça peut très bien marcher, sauf qu'il y a un autre acteur dans la pièce et on va en parler juste après. I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right. We'll see what we can do about putting it together. Donc là c'est terminé, il leur dit bon bah voilà, je pense que ça va être de l'excellente télévision. Donc on arrive vraisemblablement à une phase où les États-Unis vont se désengager franchement. La dernière carte de l'Ukraine, c'est de se retourner vers l'Europe, et pour le moment l'Europe emboîte le pas. En tout cas pas toute l'Europe, hein, parce que vous avez l'Italie qui est hésitante, vous avez évidemment des pays de l'Est comme la Hongrie qui sont hésitants, mais vous avez la France, la Pologne, l'Espagne, l'Angleterre qui immédiatement ont réagi. Et en France, c'est fou le consensus que vous avez pour dire l'Ukraine n'est pas seule, on va continuer le combat, il est temps de devenir une Europe puissante. Et c'est marrant en fait, les gens qui sont les plus pro-guerre dans cette histoire, à savoir pro-continuer la guerre. Je dis pas que l'Ukraine est responsable de la guerre, je dis pas que l'Europe est responsable de la guerre. Pour moi, le principal responsable de la guerre, c'est Poutine, le second responsable, c'est probablement Biden, et nous dans l'histoire, on est un petit peu les idiots utiles. Mais si on regarde la carte à ce jour, l'Europe est pas franchement en position de force. C'est bien si vous avez l'Europe qui se réveille un petit peu et qui se dit bon, à partir de maintenant, on va être plus sérieux dans notre défense, on va essayer d'être capable de se défendre sans
dans les États-Unis. Donc ça veut dire une augmentation des budgets militaires, mais une augmentation des budgets militaires dans une situation où des pays, par exemple comme la France, sont déjà communistes au dernier degré, ça veut dire qu'on va arriver dans des confiscations, ça veut dire qu'on va arriver dans des restrictions, ça veut dire qu'on va passer un cap dans les pertes de liberté. Donc encore une fois, moi je veux bien que l'Europe se dise à partir de maintenant on va devenir une puissance, mais pour que ça marche vraiment, il faudrait que l'État arrête de chercher à faire absolument tout et n'importe quoi. Il faut que l'État se focalise sur ces 3 missions. La première mission, c'est d'assurer la sécurité des personnes. La deuxième mission, c'est d'assurer l'intégrité du territoire. Et la troisième mission, c'est de garantir la propriété privée. Le reste, ce sont des missions en trop. Ce sont ces missions en trop qui font que nos pays sont en train de s'effondrer, parce que plus l'État veut faire de choses, plus vous avez un secteur parasite de l'économie qui se développe, et on se retrouve dans cette situation où l'État cherche à faire absolument tout et n'importe quoi, et il ne fait rien de bien. Donc on recentre l'État sur ses missions, on diminue massivement les impôts pour avoir une population plus forte et plus riche, et avec les impôts que l'État conserve, et ben il s'occupe de faire ses missions principales, et il s'occupe de les faire bien. Mais là, c'est pas du tout la tournure que ça prend. La tournure que ça prend, c'est que vous avez le gang des retraités et le gang des petits politocards de cabinet qui jamais n'auront à assumer les conséquences de leurs décisions, qui sont vent debout, donc du type Jean-Noël Barrot, qui est notre ministre des Affaires étrangères. Il y a un agresseur, la Russie de Poutine, il y a un agressé, le peuple ukrainien. Face à cela, pour notre sécurité collective, une nécessité. L'Europe, maintenant, le temps des mots est révolu, passons aux actes. Ouais, je sais pas ce que tu vas faire, toi, à part nous augmenter les impôts et nous mettre dans une situation que vous ne pourrez pas assumer. Vous avez également Bayrou qui devient un chef de guerre. À Washington, en refusant de plier Zelensky était l'honneur de l'Europe. Il nous reste à décider de ce que nous, Européens, voulons être, et si nous voulons être tout court. Et moi je vous dis là où ça va aller, si on continue à se prendre pour des autres, si on profite pas de cette crise pour se dire là on a peut-être mis les doigts dans quelque chose qu'on ne sera pas capable d'assumer tout seul, donc on va baisser d'un ton, on va se regarder et on va se dire tiens mais qu'est-ce qu'on a fait de mal jusqu'à présent? Est-ce qu'on pourrait pas être un petit peu moins communiste? Est-ce qu'on pourrait pas arrêter de se prendre pour les gendarmes du monde alors qu'on n'en a pas les moyens? Si on continue à se dire allez on soutient l'Ukraine jusqu'au bout, le prochain président qui sera humilié en public, ça pourrait être bien le président français. Donc on va voir comment tout ceci va évoluer. Moi ce que je pense c'est que à court terme, ce qui s'est passé entre Trump et Zelensky, c'est paradoxalement quelque chose qui pourrait déboucher à une diminution des tensions, parce qu'on voit bien que les États-Unis veulent arrêter cette guerre le plus vite possible. Ils vont arrêter cette guerre probablement dans une situation qui ne réglera pas les choses, qui va laisser un vide sécuritaire en Europe dans lequel la Russie pourrait effectivement s'engouffrer, mais ça peut être une occasion pour l'Europe de redevenir respectable, et devenir respectable ça veut dire faire ce qu'on a à faire, et faire ce qu'on a à faire c'est arrêter avec la culture, le wokisme, le cinéma, les voyages, j'en sais rien, arrêter de croire que l'État doit gérer absolument tout et n'importe quoi, se focaliser sur certaines missions, les faire bien en ayant conscience de ses forces et de ses faiblesses. Voilà donc ce que je peux vous dire à ce stade. La partition de Zelensky est claire, au point où il en est, il ne peut pas se contenter d'une paix qui serait une capitulation. La partition de Trump est claire, à savoir tu fais ce que tu veux mais nous on arrête de financer ça. La partition de la Russie est claire, là la Russie jubile évidemment, c'est très intéressant pour eux de voir une fracture dans le camp occidental. Et la partition de l'Europe pour le moment est aussi plutôt claire, à savoir même sans les Américains on va continuer à soutenir l'Ukraine, mais je pense que c'est pas la bonne voie. L'Europe devrait également profiter de cette crise pour comprendre, réaliser ce qu'on est devenu. On est devenu une zone communiste, on est devenu une zone d'assistés, et on est devenu une zone où vous avez encore une fois des retraités va-t-en-guerre, des politiciens va-t-en-guerre, qui ferait mieux de lâcher un petit peu la grappe des forces vives de la région. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.